La voix des alumni. MBS. Comment donner du sens à sa vie professionnelle ? Quel chemin prendre ? C'est quoi réussir sa carrière ? Ces questions, d'autres alumni se les sont posées avant toi. Ensemble, on va aller à leur rencontre et on va découvrir des parcours inspirants, variés et engagés. Moi, c'est Marine Avril, alumni 2019 et cofondatrice de Studio Moya, l'agence de communication audio spécialisée dans le podcast. Bienvenue dans la voix des alumni MBS. Le rendez-vous pour te connecter, t'inspirer et te motiver à oser dans ta vie professionnelle. Bonne écoute. La voix des alumni. MBS. Aujourd'hui, dans la voix des alumni, je reçois Laurence Dallène, diplômée du PGE 1993 et actuellement associée du cabinet Clearfield International. Bonjour Laurence et merci d'être avec nous aujourd'hui dans la voix des alumni. Pour commencer, est-ce que je peux te laisser te présenter et revenir sur les grandes étapes de ton parcours de avant Montpellier jusqu'à aujourd'hui ? Bonjour Marine, quel plaisir de te retrouver, de témoigner en tant qu'ancienne subdeco Montpellier, on l'appelait ça comme ça encore à l'époque. Donc Laurence Dallène, j'ai passé mon bac en 88, bac B à l'époque, donc ES, suivi d'une prépa. À l'époque, on faisait des prépas HEC en un an. Okay. Et moi, je l'ai fait en 2 pour intégrer ensuite le SC Montpellier, dont j'ai été diplômée en 93 avec une option finance en 3e année. Et j'ai complété en fait ma formation parce qu'on en appelait à l'époque un DESS, donc un master 2 à l'université Paris-Dauphine, avec une spécialisation en marché financier et marché des matières premières. Mm-hmm. Et j'ai démarré donc ma carrière en 94. Après un stage à la Caisse des dépôts notamment, et avec une volonté de rejoindre une équipe de montage de produits structurés, donc très finance de marché. Hélas, 94, je pense qu'il y avait encore une énième crise asiatique et je n'ai pas pu rejoindre en fait des équipes qui pratiquaient ces métiers. Donc j'ai fait de l'audit. Donc, je suis partie 3 ans travailler pour Pricewaterhouse, 2 ans à Paris et 1 an à Marseille. Mm-hmm. Et sincèrement, j'espère que je suis meilleur analyste financier dorénavant que je n'étais auditeur parce que j'avais pas une vocation dingue à faire de l'audit et du commissariat aux comptes. J'ai enfin rejoint ensuite en 98 une structure de brokerage qui s'appelle Exane BNP Paribas. Enfin, d'abord Exane, puis ça a été racheté par BNP Paribas. Donc j'ai travaillé une dizaine d'années en tant qu'analyste financier, un analyste financier sur les actions cotées, donc les actions cotées en bourse. Le métier, c'est de faire de la modélisation, de la prospection et d'émettre de la recommandation d'investissement, donc auprès des asset managers, donc c'est-à-dire des gérants de fonds sur les actions. Les recommandations d'investissement, c'est achat-vente. Donc j'ai fait ça donc une petite dizaine d'années, comme je te le disais. J'étais analyste sur le secteur des mid-cap, c'est-à-dire que je n'étais pas sectorisé. C'est-à-dire qu'il y a des analystes pharma, il y a des analystes agro-business, il y a des analystes sur les TMT, etc. Et sur les mid-cap, en fait, c'est une partie un petit peu à part. C'est, je dirais, les capitalisations moyennes, comme le nom l'indique. Et une capitalisation moyenne, à l'époque, c'était jusqu'à 3 milliards d'euros. Ce qui reste donc une capitalisation d'assez petite taille. Mais j'ai adoré, en fait, ce métier, puisque qui dit capitalisation moyenne dit société gérée par des dirigeants que l'on rencontrait donc dans ces perspectives de modélisation, comme je te l'indiquais. J'ai quitté en 2004. J'ai rejoint ensuite une structure qui s'appelle ADI en tant qu'analyste buy-side jusqu'en 2008. Ça a été une excellente expérience qui s'est terminée avec la crise des subprimes. Okay. Donc ADI, donc ce fameux hedge fund, avait un contrôle des risques qui globalement n'avait pas fait le job. Donc on était très exposé à Lehman Brothers. Je te rappelle que donc Lehman a été sacrifié sur l'autel des subprimes. Donc nous, effectivement, on a été très impactés. On gérait 4 milliards d'encours. On est descendu en un claquement de doigts à 1 milliard d'encours. Okay. Je me souviens d'un article dans Libération à cette époque qui titrait ADI pris le doigt dans la déconfiture. Parce qu'effectivement, le contrôle des risques avait pas vraiment fait son job. À partir de là, donc en 2008, je suis sur un marché qui globalement est marché action est calciné. Mon poste en tant qu'analyste buy-side n'existe plus, puisqu'en fait, ce qui restait d'ADI a été racheté par Ophi, un gros asset manager mutualiste. Et s'est posé la question de quoi faire.
Et à ce moment-là, moi, je suis originaire du très sud-ouest. J'ai grandi entre les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Et j'ai eu envie de repartir. Je ne dis jamais en province, je préfère dire en région, parce que je trouve ça horriblement parisien et snob de dire la province. Et donc, je me suis installée à Bordeaux, où je vis depuis 15 ans, où en fait, s'est posé la question, qu'est-ce que je sais faire? Voilà, je sais manipuler des chiffres, je sais faire de la recommandation d'investissement. Et de fil en aiguille, je me suis dit que finalement cette compétence de recommandation d'investissement, je l'avais sur les marchés cotés. On pouvait imaginer qu'elle puisse fonctionner sur tout ce qui est non coté, c'est-à-dire tout ce qui est fonds d'investissement, je dirais private equity dans notre jargon, c'est-à-dire tout ce qui est financement ou tout ce qui est opération de transaction, de transmission pour les entreprises donc qui ne sont pas cotées. Et ça, c'est en fait 80% du marché, évidemment, puisque toutes les grosses sociétés ne sont pas cotées en bourse, évidemment. Oui. Donc j'ai découvert l'entrepreneuriat avec un super sponsor qui s'appelle Pôle emploi, qui me permettait de sécuriser quand même ce démarrage d'activité. J'ai rencontré un ex des marchés financiers également, un ex-analyste, et nous avons créé en fait une structure de conseil en fusion-acquisition, donc en conseil en transactions d'entreprise, donc FUSAC, M&A en anglais. Donc on a démarré ce qui s'appelait à l'époque Aliénor Partners en 2010, et on a démarré de façon un peu audacieuse et certainement très naïve, n'étant bordelais ni l'un ni l'autre, mais fort de nos 25 années cumulées de marché financier, cette activité de conseil en transactions, en fusion-acquisition. Donc Aliénor Partners, ce cabinet, je l'ai dirigé, fait rayonner, animé pendant 13 ans. Donc on a recruté 2 autres associés, on a recruté des collaborateurs, on a été assez incontournable. J'en parle au passé puisque j'ai quitté Aliénor Partners à mon bébé en 2023 pour rejoindre Clearfield. Et là-dessus, c'est pas trop dur de quitter justement son bébé entre guillemets qu'on a créé, qu'on a vu grandir? Je pense qu'en fait, le bébé avait 13 ans et devenait une adolescente impertinente. Non, je pense que c'est une question de cycle. Moi, je crois beaucoup au cycle. 15 ans à Paris, 15 ans à Bordeaux. Je pense qu'il était temps. Peut-être que effectivement, on était moins alignés également sur ce qu'on voulait donner à l'entreprise. Peut-être aussi envie d'aller voir un petit peu ailleurs, un vent nouveau. Donc non, ça n'a pas été difficile. Et surtout, le projet Clearfield est super excitant, puisque Clearfield, c'était une banque d'affaires. Donc, quand on parle de cabinet de conseil en transactions, on appelle ça des banques d'affaires. Donc, moi, je suis banquier d'affaires, si je fais des affaires. Donc, une nouvelle fois, c'est notre jargon. On appelle ça aussi des boutiques M&A, parce que dans ce milieu, vous avez les grands noms, effectivement, qui font des méga deals. Je pense à JP Morgan, je pense à Lazard, je pense à Rothschild, voilà. Donc, on ne joue pas du tout dans la même cour. Là, moi, justement, je suis revenu depuis Aliénor à ces fameux contacts que sont les chefs d'entreprise, qui ont des problématiques de gestion, des chefs d'entreprise qui sont isolés, c'est pas un mythe. Donc, c'est un plaisir, de pouvoir les accompagner. Et on est effectivement très loin de LVMH qui lance une OPA sur Tiffany. Donc, c'est pas du tout les mêmes métiers, même si ça reste des métiers de chiffres. Et Clearfield reste à peu près dans ce segment-là qu'on appelle le SMID, donc Small Mid sur les transactions, mais avec un projet très international, puisque Clearfield, c'est une banque d'affaires donc qui compte 450 collaborateurs aujourd'hui, dans 40 bureaux, dans 35 pays. Donc moi, je suis associée à Paris, mais délocalisée à Bordeaux pour animer en fait la zone sous la bannière Clearfield. On réalise entre 30 et 40% par an de nos transactions cross-border, c'est-à-dire entre pays. Okay. Et c'était ce projet en fait que j'ai rejoint, qui était super excitant, qui me ramenait un petit peu à mes années de marché financier où notre clientèle était à 80% anglo-saxonne. Donc c'était donner un peu d'international dans ma vie en région. Okay. Donc j'ai rejoint Clearfield en mars 2023. Okay. Et j'y suis encore. Ok, très bien. C'est un large parcours sur ce milieu financier. De manière générale, quand on pense finance, on voit un milieu d'hommes, surtout en M&A. C'est vrai. Comment on fait sa place en tant que femme? Est-ce qu'à un moment, on arrive à rebalancer un peu les cartes, ou est-ce qu'il faut toujours se battre 2 fois plus qu'un homme, même après autant de temps de carrière? Alors, là où je rebondis, la première chose, tu as parfaitement raison, Marine, c'est un milieu, surtout le M&A, particulièrement masculin. Autant le private equity, c'est-à-dire les fonds d'investissement, ça s'est pas mal féminisé. Autant le M&A,
Il y a toujours 95% d'hommes. Mais quelque part, j'ai toujours fait un métier où plutôt masculin, puisque même sur les marchés, on était peu de femmes. Je n'ai jamais ressenti d'abord de machisme. Jamais. Peut-être un peu plus en région, parce qu'effectivement, être une femme dans la finance et créer une boutique M&A, c'est un petit peu plus audacieux, je dirais, en région. Mm-hmm. Mais jamais, réellement jamais de machisme. En revanche, pendant toutes ces années chez Aliénor, où j'étais entourée exclusivement d'hommes, je leur ai souvent dit que j'avais vraiment besoin de décupler une énergie, en fait, qui n'était pas dédiée à traiter mes dossiers, mais globalement à faire entendre ma voix autour de ces coqs, et moi, la seule poule, effectivement, qui devait prendre sa place. Donc, c'est vrai que, oui, ça demande beaucoup d'énergie. En revanche, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est ce contact avec mes clients qui sont ravis de travailler avec une femme, me le disent, parce que je pense qu'on apporte quelque chose, notamment dans les process, peut-être de plus rond, d'un accompagnement. Je le répète, ce sont des chefs d'entreprise qui sont souvent isolés. Mes clients sont souvent des hommes aussi. J'ai peu rencontré de femmes, mais j'en ai rencontré qui sont des entrepreneurs incroyables. Et voilà, donc on est près de notre client parce que ce sont des process quand on transmet son entreprise, quand on la vend ou même quand on doit chercher des capitaux pour la financer et qu'on fait rentrer un fonds d'investissement à son capital. Ce sont des opérations qui sont très anxiogènes. On lâche son bébé, t'en parlais tout à l'heure. Donc c'est important d'être à côté. Voilà, donc mes clients me le rendent bien et je pense que tous, depuis 15 ans que je fais ce métier en M&A, sont devenus des amis, en fait. Okay. Parce qu'on passe un process de cession-transmission, c'est entre, on va dire, 9 et 18 mois, en moyenne. Donc, ce sont des process longs où il y a des coups de bourre, on va dire, où on peut s'appeler 3 fois par jour. Donc ça rapproche forcément. Ça rapproche forcément, et c'est souvent des projets familiaux parce que je pense notamment à l'un de mes clients dont la famille vivait à Paris, lui il était à Agen, donc il faisait des allers-retours entre Paris et Agen. Son projet de cession, c'était aussi pour un moment retrouver sa famille, voilà, par exemple. Donc forcément, il y a des impacts. J'ai vendu la société d'un monsieur donc l'été dernier. C'est un monsieur qui avait 64 ans, qui voulait prendre sa retraite, qui voulait voyager avec son épouse et qui a eu un problème de santé qui l'obligeait, je dirais, à précipiter cette décision. Donc on sait tout ça. On le sait. Et ça compte aussi sur... moi, la première question que je pose à un prospect qui veut travailler avec moi, c'est qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est effectivement la valorisation ou c'est le calendrier? Est-ce que vous êtes pressé ou pas? Tout simplement. Et dans cette question, il y a forcément tout le pan personnel. Je rentre pas dans l'intimité, évidemment, mais je rentre quand même dans le personnel. Ça, c'est vrai que la fluctuation vie pro, vie perso, quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise, elle est beaucoup plus floue, oui. Et où tout se mélange un peu dans les choix. Après, c'est vrai que cette notion d'équilibre, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. On en parle beaucoup aujourd'hui, surtout les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail. Est-ce que un équilibre vie pro, vie perso, aujourd'hui, c'est compatible avec une carrière en finance ? Alors en finance, moi je connais que 2 métiers. Je connais qu'effectivement l'analyse action et la FUSAC. Donc il y a plein d'autres métiers en finance évidemment. C'est compliqué. Voilà. C'est amusant parce que j'ai rencontré un lycéen hier de 17 ans qui se pose des questions parce on va rentrer dans le Parcoursup, là, le supplice des parents. Voilà, il me demandait ce que je faisais, mon parcours, et parce que c'est très mystérieux à 17 ans la finance. C'est pas monolithique évidemment. Et donc, je lui ai expliqué que, par exemple, en M&A, quand tu es jeune collaborateur, donc c'est très, 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 très organisé, c'est très pyramidal. En fait, tu commences, t'es analyste, après t'es analyste senior, après t'es associate, après t'es, VP, etc. Donc c'est très organisé. Et jusqu'à VP à peu près, ou directeur, donc c'est à peu près 8-10 ans de carrière. T'es corvéable à merci, c'est incontestable. Donc, tu peux partir à 22h, ce qui est sympa, c'est plutôt 2 heures. Faut savoir, effectivement. Donc, je pense que le jeune lycéen que j'ai rencontré hier avait pas du tout envie de faire du M&A. Moi, j'ai eu la chance de rentrer en M&A à 40 ans, donc en fait, j'étais tout de suite associée, donc j'ai pas eu en fait à subir ces organisations. Bon, je pense que ça c'est un peu extrême ce que je suis en train de te raconter, mais je connais des jeunes collaborateurs qui effectivement passent les nuits au bureau, ça existe, c'est pas un mythe. Toutes les maisons ne sont pas comme ça, mais tu vois, j'évoquais les grands noms tout à l'heure. Bon, faut s'attendre effectivement à pas à piétiner, mais à rogner un petit peu ta vie personnelle pendant quelques années. Maintenant, quand tu sors de JP Morgan ou Lazard ou Rothschild,
bon, voilà, tu peux tout faire. Mais effectivement, c'est un peu sacrificiel. Mais c'est passionnant. Voilà, c'est hyper intéressant. Il y a de la reconnaissance. Je pense aussi que dorénavant, en 2024, les maisons sont moins maltraitantes, entre guillemets, que ça n'a pu l'être auparavant. Enfin, je l'espère. C'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance du travail accompli. Tous mes amis qui sont en banque d'affaires, donc qui sont plutôt des quinquas maintenant, sont de bons managers. Okay. Mais effectivement, c'est assez sacrificiel. Sur les marchés financiers, de toute façon, je pourrais moins en parler parce que le métier d'analyste financier a quand même pas disparu complètement, mais il est encore plus confidentiel qu'il ne l'a été à mon époque. Je sais pas trop, effectivement, si on a toujours ces horaires, mais de toute façon, un morning meeting, ça existe toujours, hein, quoi qu'il arrive. Oui, donc ça reste quand même pas impossible, mais compliqué avec une partie sacrificielle dont tu parles. J'ai aussi, j'arrive peut-être avec mes stéréotypes sur ce milieu financier, mais l'image d'un milieu où un peu l'argent seul est roi, même si tu commences à le balancer en parlant justement de plus de projets de vie, etc. À côté de ça, j'ai vu que tu étais engagée dans plusieurs associations comme 100 000 entrepreneurs ou les apprentis d'Auteuil. Est-ce que engagement et finance, c'est compatible de prime abord ? Je pense qu'on est tous différents, évidemment. Donc moi, je vais te parler de mes motivations. Alors d'abord, je ne sauve pas des vies. Ça, c'est évident. Je ne suis pas sûre de créer beaucoup de valeur. Mais c'est mon métier que j'essaie de faire le mieux possible et que j'adore. Voilà, parce que je le trouve étonnamment ludique, au sens où moi, je change de dossier avec des secteurs qui sont tous très différents, avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui sont tous très différents. Là, ce matin, je travaillais sur un dossier sur l'alimentation pour animaux de compagnie. Je suis passée chez les équipementiers pour les fleuristes et je vais là cet après-midi travailler sur un dossier d'ingénierie. Donc ça, c'est quelque chose qui est réellement passionnant et qui anime beaucoup l'esprit, en fait. C'est ce que je te disais, c'est sacrificiel pour notamment les plus jeunes, mais c'est réellement passionnant. On ne veut pas se cacher, nous avons des modèles, des business models, où effectivement il faut facturer. C'est une évidence. Et on fait en règle générale effectivement de la finance parce qu'on sait que ce sont des métiers qui payent généralement bien. Où il y a cette fameuse reconnaissance que j'évoquais, alors qui peut être effectivement humaine, mais elle est souvent à la fin de l'année au calcul du bonus. Il faut pas se leurrer qu'effectivement c'est un gros facteur de motivation. Voilà, le sacrificiel, c'est aussi parce qu'on gagne très bien sa vie. Donc c'est le fameux couple rendement-risque que j'ai bien appris avec mes profs de finance à Montpellier. En revanche, je pense que voilà, plus le temps passe et l'argent est un facteur de motivation. Alors peut-être parce qu'on en a accumulé tellement que on passe à autre chose. Non, je plaisante. C'est que moi, c'est ce que je disais. J'ai jamais accompagné cette typologie de chef d'entreprise parce que j'ai quand même l'impression de les accompagner dans un process d'une nouvelle fois de transmission de session. Et je sens bien qu'effectivement j'ai cette fonction quasi doudou sur laquelle elles peuvent se reposer. On sert à quelque chose, voilà. Et d'autant plus qu'on sert tellement à quelque chose qu'on est là aussi pour mieux valoriser les entreprises. Et je pense réellement, de mon point de vue, qu'on peut, on peut faire ce métier, y trouver du sens, même si une nouvelle fois, je ne sauve pas des vies, mais le sens, de l'accompagnement du chef d'entreprise. Et puis, si je suis rémunérée pour ça, tant mieux. Ça ne m'empêche qu'effectivement, j'essaie de dégager un peu de temps sur les assos. 100 000 entrepreneurs, c'est une association qui prône en fait l'entrepreneuriat. Donc, on va témoigner devant des classes de 3e, lycée, BTS sur j'ai créé mon entreprise, quels ont été les écueils, la satisfaction que je peux y trouver. Et c'est toujours assez rigolo d'expliquer que moi j'ai créé une boutique Yéménée en tant que femme en finance. Parce qu'en fait, ça, je l'ai vu, c'était l'année dernière, je suis intervenue dans un BTS spécialisé en vente. Donc là, on parlait de la finance, 95% d'hommes. Là, c'était BTS vente, 95% de jeunes filles. Et moi, j'aime bien faire passer le message qu'en fait, c'est possible. On peut trouver des moyens de travailler dans un secteur qui, a priori, n'était pas forcément accueillant. Et j'aime bien passer ce message. C'est possible. Il suffit de se donner les moyens. C'est beaucoup de travail, de toute façon. Non, mais c'est important pour ça d'avoir justement des modèles et de montrer un peu la voie, parce que c'est souvent ce qui peut manquer sur des parcours féminins. Et ça fait... on manque beaucoup de rôle modèles. Ouais. Pardon, je t'interromps. Non, pas du tout. Mais c'est ce qui ressort vraiment de cet échange, c'est ce parcours très inspirant et ce vrai rôle modèle justement au féminin que tu peux représenter.
Est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie d'accomplir sur la suite de ta carrière ? Ouais, bien sûr. La découverte de l'entrepreneuriat à 40 ans, c'était assez rigolo parce que je m'étais jamais posé la question en tant que salarié d'où venait le chiffre d'affaires, en fait. On bosse, on est analyste et on remplit cette mission. L'entrepreneuriat, c'est il faut aller chercher effectivement le chiffre d'affaires avec les dents. Et il y a des choses en fait, que j'ai découvertes chez moi. Je ne pensais pas commercial. Alors au début, c'est un peu balbutiant, évidemment. Et puis au fur et à mesure, ça se passe de mieux en mieux. Le privilège de l'âge, évidemment. Le privilège de l'expérience. Et moi, j'aime bien en fait finalement aller accomplir quelques défis, d'aller pitcher, comme on dit, donc d'aller candidater auprès d'un fonds d'investissement pour sortir une ligne ou de candidater auprès d'une entreprise pour effectivement les accompagner. Les pitchs, c'est des travaux d'équipe puisqu'en règle générale, ce sont nos collaborateurs qui les préparent, on les guide. Et après, on va se présenter, on va dire combien on est bon et les meilleurs pour accomplir cette mission. C'est super stressant évidemment. Les dés sont parfois pipés. Donc cette notion de servir de lièvre. Enfin voilà, moi ça m'anime toujours au bout de 15 ans. Et ensuite, consacrer effectivement peut-être encore du temps à la transmission. J'ai eu l'occasion d'être prof alors dans une école à Bordeaux de commerce où j'ai enseigné pendant 7 ans une partie sur la valorisation d'entreprise et une autre partie sur corporate finance avec tous les montages de transmission, LBO, MBO, etc. Et c'est une expérience que j'ai adorée. Voilà, c'était pas très long, j'avais pas effectivement beaucoup d'heures à consacrer ou qu'on m'ait donné, mais c'était chouette de pouvoir transmettre tous ces savoirs. Donc j'aimerais bien continuer aussi à donner un peu de ce temps. Ok. C'est un beau projet, un bel entre-deux entre continuer à se développer soi et à retransmettre aux autres. J'ai eu de la chance, je voulais juste me permettre, Marine, oui, bien sûr. Une petite parenthèse. Moi, j'ai toujours eu de la chance d'avoir des super rencontres en fait qui m'ont permis de décider ou de me guider sur ce que j'avais envie de faire. Et ça a commencé en fait dès Subdeco Montpellier, quand j'ai rencontré effectivement, et je voulais vraiment les saluer, mes deux profs de finance qui ont été Patrick Topsakalian et Jean-Charles Bagnéris. Et c'est certainement eux qui m'ont donné le goût, en fait, de cette matière. Moi, je suis rentrée en école de commerce. À la base, je voulais faire du marketing en agroalimentaire. Ok, rien à voir. Voilà, c'était un peu le sujet de mes entretiens. Et finalement, voilà, j'ai découvert en deuxième année ce monde-là, qui était quand même assez éloigné de ce que je voulais faire au début. Enfin, en tout cas, de la raison pour laquelle j'entrais en école de commerce. Et sans eux, en fait, on serait pas en train de discuter. Donc, un grand merci à eux deux. Le message sera passé. On va arriver vers la fin de cet entretien. Laurence, j'ai avec deux petites dernières questions. La première, est-ce que au long de ta carrière, tu dirais que tu as eu un ou des mentors ? J'ai eu ces rencontres. J'ai eu ces rencontres, donc pas de mentors, mais effectivement des gens qui se sont trouvés sur mon chemin sur des périodes plus ou moins longues et qui effectivement m'ont guidé, m'ont appuyé, comme je te le signalais, qui m'ont motivé, qui m'ont parfois tiré les oreilles. Voilà, des gens qui m'ont aussi donné ma chance. Oui. Voilà. Donc oui, il y a eu beaucoup de rencontres. Et dernière petite question pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à partager avec les alumni MBS pour mieux réussir dans leur carrière ou mieux orienter leur parcours ? Il y en a deux petits conseils. D'abord, les stages. Trouvez-vous les meilleurs stages. Ça, c'est incontestable. Les meilleurs stages, c'est, parfois, c'est effectivement un peu sacrificiel. De toute façon, c'est obligatoire. Donc, c'est hyper important de constituer sa ligne de CV très vite et très tôt. Et le deuxième conseil, c'est le réseau. C'est indispensable. Gardez votre cercle d'amis. Voilà, c'est les meilleurs qui seront toujours un soutien pour vous, mais le reste du temps, essayez de réseauter à mort. Donc, évidemment, ça passe par les alumni, notamment des MBS. Et ça peut passer aussi par, des rencontres dans des clubs de sport, dans des soirées caritatives, partout, en fait, où vous pouvez, effectivement, vous constituer ce fameux carnet d'adresses qui est indispensable et qui est très différenciant. Ok. C'est intéressant ce que tu dis en parlant de club de sport ou quoi que ce soit. C'est pas forcément dans un cadre professionnel que c'est vraiment d'élargir juste ces rencontres de manière globale. Non, ça pas. Alors, c'est toute mesure gardée, c'est-à-dire, on va pas effectivement pratiquer un sport, je sais pas, dans une équipe de rugby ou de basket, que sais-je, pour aller faire du business. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste dire, tiens, il y a peut-être effectivement une opportunité de le garder en tête. Voilà.
Pour la petite anecdote, j'ai longtemps pratiqué le hockey sur gazon et j'ai eu une cliente en fait. J'ai pu, à cette époque, lever des fonds pour une femme avec une coéquipière qui montait sa start-up et on a travaillé ensemble. Donc, comme quoi, au détour, effectivement, d'une fin de match. Oui. Ça, moi, je crois que c'est ce que m'a appris l'entrepreneuriat, qu'on se retrouvait souvent à pitcher, etc., dans des cadres où on n'aurait jamais pensé ça possible avant. Et que tout est surprise, donc il faut se laisser surprendre avec un peu de préparation. Très bien. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi, Marine. Pour cet échange. Merci beaucoup, mais à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. La voix des alumni. Une production Studio Moya. Studio Moya.